Mesdames et messieurs, le 15 novembre dernier, le Québec perdait un grand artiste. Vous savez souvent de qui je parle. Oui, d'accord. Merci. Le 15 novembre dernier, le Québec perdait un grand artiste, Carl Tremblay. Aujourd'hui, on a décidé, pour l'occasion, vous savez, je vous demanderai d'être indulgent parce que c'est à l'improviste qu'on fait ça. On a demandé à Richard Forêt et Gino Matt, qui sont les musiciens aujourd'hui. En passant, il va y en avoir d'autres qui vont s'ajouter dans l'après-midi. On a demandé à Richard s'il pouvait nous faire un petit quelque chose pour Carl Tremblay. Et il y a 3 personnes dans la salle qui, à l'improviste comme ça, ont décidé, oui, ils se sont offerts. Donc, un petit on a pensé faire un hommage à Carl Tremblay. Mesdames et messieurs, ça va ressembler à ça. C'est quand même peu l'automne, puis on est dans l'automne, donc sport à Carl Tremblay, c'est tout ça, ça inclut.
En fait, j'aimerais remercier aussi Tommy Lucier, Michel Lucier, Gino, Matt, Yvan Richer, Jean-Marc Drolet, tous ceux qui sont bénévoles aujourd'hui au bar. Jean-Marc Drolet qui est ici à la caméra, qui était là, passé ici à tous les ans, bien pour filmer l'événement, pour que ça puisse rester dans les annales. Donc, merci à tous ces gens. Je vous dis féliciter parce que c'est une dame qui m'a donné un coup de main. Remercier Guy Archambault qui est ici présent, juste en arrière de mon président de la Société d'histoire des Richelieu. Guy. Remercier et féliciter. Remercier tout d'abord Claudette Janelle Archambault qui a fait toute la liste, les billets, qui a comptabilisé tout ce que vous voulez. Claudette Janelle Archambault, et j'aimerais souligner, j'aimerais dire à Claudette, j'aimerais la féliciter parce qu'elle vient tout juste d'être nommée bénévole de l'année. Pas par n'importe qui, par le Conseil du patrimoine religieux du Québec, mesdames et messieurs. Et je voudrais aussi souligner la présence de notre patriarche aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est notre patriarche, mais je pense que c'est la personne qui est au duo de ses 95 ans. Onéil Perrier! J'aimerais aussi souligner, remercier, parce qu'on a remercié Claudette et Sophie Archambault qui est en arrière. Merci aussi Sophie. Et j'aimerais aussi remercier ma conjointe Marie Marat qui est ici. Marie qui a su épauler tout le monde. Je pense qu'on travaille fort avec tous ceux. J'aimerais remercier aussi tous ceux les bénévoles qui ont travaillé lundi dernier à défendre les bancs d'église, placer les tables, placer tout ça. C'est beaucoup de travail, c'est une dizaine d'heures de travail parce qu'il faut oublier, il faut les replacer cette semaine. Donc, remercier tous ces gens qui ont œuvré à tout ça. Donc, merci encore une fois. Maintenant, je pense que vous l'attendez tous. J'aimerais vous présenter. Je pense que je peux dire que c'est un ami, professeur d'histoire. Il était ici l'an passé. Il se fait un devoir d'être ici à chaque année. Et puis, c'est le seul professeur d'histoire universitaire sur les patriotes, non pas seulement au Québec, mais en Amérique. En Amérique du Nord, c'est le seul professeur qui enseigne aussi au Cégep de Trois-Rivières, professeur de Félix Hermé, et d'autres ici présents. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir chaleureusement Gilles Laporte. Tout le destinait à devenir un de ces bons bureaucrates
besoin de souhaiter me fondre en eux. Deuxième acte, Wilfred Nelson, puisque c'est de lui dont il est question ici, s'installe à Saint-Denis comme médecin. Il a accouché bon nombre de vos ancêtres. Il va aussi fonder des entreprises, une distillerie d'abord et avant tout. Quelle bonne idée dans un village esselé. Il va ensuite épouser l'une des nôtres, Charlotte de Fleurimont, fille de seigneur. Il se met au français et s'intéresse et participe au service catholique. Il est en somme celui qui s'imprègne de sa communauté, qui devient l'un des membres, l'un de ceux auxquels on se joint, auxquels on se rallie. Troisième acte. Le 7 novembre 1834, un sordide assassinat a lieu à Sorel. Le meilleur ami de Wilfred Nelson, Louis Marcoux, candidat du Parti patriote, est sauvagement assassiné par des loyalistes. Il mourra dans les bras de Wilfred Nelson en désignant ses assassins. Et lorsque Wilfred Nelson, lors du procès, va témoigner de dernières paroles de Marcoux, le juge anglophone va rire en regardant l'assistance. Well, just call Mr. Marcoux, because he can't tell us who killed him. Tout le monde est parti à rire. Le témoignage de Wilfred Nelson n'a pas été retenu. Les assassins de Marcoux ont été graciés et recevront plus tard une décoration. Cet acte-là marque l'engagement final et profond de Wilfred Nelson aux côtés de la cause patriote. Il va dès lors être de toutes les assemblées, se fait élire député de Richelieu, il devient président de l'Assemblée des 6 comtés, il est partout présent, il mobilise, encourage, soutient les uns, soutient par sa cause, par son engouement, mais aussi par son amour du destin de ce peuple, toute une nation, la nation de Saint-Denis, se rallie derrière lui. Quatrième acte. À Montréal, le commandant en chef John Colborne a décidé d'éradiquer la résistance patriote le long du Richelieu. Il commande tout le 66e régiment, une partie du 24e régiment, ainsi que le 32e régiment d'artillerie, de même qu'un régiment du Montreal Royal Cavalry. En tout, 420 soldats qui marchent aux patriotes à Saint-Denis. Ils arrivent devant Saint-Denis à 5 heures le matin, le 23 novembre. Bien sûr qu'on n'avait pas attendu ce moment-là pour résister, s'organiser. Tous les regards se sont spontanément tournés vers Nelson, un leader naturel qui sait pouvoir compter sur ses concitoyens. Très rapidement, il était entré en action dès le 20 novembre. D'abord, il avait mis les innocents à l'abri, sa femme et son fils notamment, ainsi que toutes les personnes incapables de supporter le choc anglais. On les distribue dans les paroisses autour, jusqu'à Saint-Jude en arrière. Il va ensuite aller à Saint-Antoine, rapailler tout ce qu'il peut trouver en guise de plomb, de poudre, mais aussi de volontaires pour soutenir le choc à Saint-Denis. Il entreprend aussi de fortifier, vous le savez, la maison de la Veuve Saint-Germain et sa propre distillerie afin de supporter le choc anglais. Nous n'avons pas d'armes, M. Nelson, que ferons-nous? Vous connaissez sa fameuse tirade. Il y aura des morts, vous prendrez leurs armes. Certains ne sont pas convaincus. Parmi eux, 2 ou 3 patriotes un peu plus sournois. Des François Nicolas et François Jalbert, qui disent, oui, mais il y en a de l'argent. Il y en a au presbytère. Messieurs, dames, méfiez-vous toujours des François. Le presbytère se trouvait à l'époque derrière ici, dans la sacristie. Le curé de Metz ne voulait pas la garder au presbytère pour faire raison. C'était carrément dans l'enseigne de l'Église qu'on gardait les revenus de la quête, de la fabrique et de toutes sortes de choses qui étaient payables à l'Église, qui était le plus gros compte de banque de la paroisse. Ce coffre inouï, dont j'ignorais moi-même l'existence jusqu'à ce jour, parce que je savais qu'il avait été joué un rôle essentiel en novembre 37, jamais au point que ce fichu François Saint-Louis allait réussir à mettre la main dessus aujourd'hui. Rappelons les faits. Les Jalbert et Nicolas souhaitent prendre l'argent du curé de la paroisse pour aller acheter des armes, notamment à Phillipsburg et à Albert. Ils entrent par effraction dans la sacristie, défoncent la porte et voient le coffre, qui est fermé par un solide cadenas.
Ce cadenas-là, ils n'ont pas le temps de le défaire. Alors, ils vont littéralement, puis Dieu sait que c'est lourd, ils vont littéralement le hisser à bord d'une charrette en direction du sud. Ils sont déjà partis au matin du 23 novembre à destination des îles des États-Unis pour acheter des armes. Ah, on va les croire, mettons. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont rapidement interceptés à Saint-Charles et ce coffre va être conservé à mort de Barch, commandé par Thomas Toro Brown, général des Patriotes à Saint-Charles. C'est là que l'armée va le retrouver au lendemain de la funeste bataille du 25 novembre. L'argent ne sera jamais pris, jamais les paroissiens de Saint-Denis n'auront été dépouillés des revenus de la fabrique. Mais il est le témoignage essentiel des événements maintenant que je vais rapidement et sommairement rappeler. Donc, Wilfrid Nelson avait organisé la défense. Il avait moins de défenseurs que les 430 soldats du lieutenant-colonel Charles Gore, qui se pointent à l'entrée du village vers 10 heures le matin. Déjà, Wilfrid Nelson avait ordonné qu'on coupe tout ce qui peut servir de pont. Il y en avait de nombreux sur les ruisseaux, qu'on barricade toutes les granges entre ici et Saint-Ours, de sorte de harceler, de ralentir l'avancée de l'ennemi. L'armée se profile néanmoins à l'entrée nord du village, comme vous le savez, et commence un tir ininterrompu qui va durer pendant 3 heures, à coups de canon sur les fortifications patriotes. Il résiste. Tout à coup, paf, à midi, un boulet de canon entre de plein fouet dans la maison de Saint-Germain. Il y a 6 morts. C'est probablement le moment le plus tragique pour moi, parce qu'à ce moment-là, la panique était prête à s'installer dans les rangs patriotes. Un canon, un boulet de canon qui rentre dans une maison. À ce moment-là, à plus de 1200 km, un boulet de 70 livres, fracassant la maison, tuant d'un coup 6 patriotes, dont vous pouvez toujours voir les croix à l'arrière. C'était le moment par excellence pour que les rangs se débandent, pour que chacun cherche à sauver sa vie. Rapidement, Wilfrid Nelson a réagi, et c'est là qu'il a dénoté ses plus belles qualités de meneur d'homme. Il fait descendre les hommes au rez-de-chaussée, s'occupe immédiatement des blessés, et dit désormais, nous allons éviter le 2e étage, trop exposé. Heureusement pour nous, ce sera le dernier coup qui va traverser l'intérieur de la maison. Jusqu'à la fin de la journée, les boulets anglais rebondissent sur la maison Saint-Germain. Vous le savez, c'est vers 2 heures que de Saint-Charles déboulent les renforts à bord du même bac, au même endroit que vous connaissez tous, et qui vont contourner les lignes patriotes de sorte de pouvoir prendre les Anglais à revers. À 3 heures de l'après-midi, personne n'en croit ses yeux. Personne ne peut croire que l'impossible s'est produit. À 3 heures de l'après-midi, en ce lundi 23 novembre 1837, les troupes anglaises reculent. Ceux qui ont marché sur Napoléon à Waterloo, ceux qui ont vaincu l'Empire, ceux qui ont conquis un gigantesque empire, reculent devant les paysans de Saint-Denis, vos ancêtres, mais qui ont eu l'immense chance, ce jour-là, d'être guidés par un grand homme. Vive les patriotes! Que de mourir pour sa patrie.
Ce n'est pas le Québec qui fait ça. C'est l'État de New York qui célèbre sa défaite. Le Québec a été emporté malheureusement par une vague. La vague de commémoration canadienne. Vous connaissez sans doute les sites de bataille les plus connus au Québec. Je vais m'en tenir à deux. Peut-être le plus lugubre, le plus illustre à la fois, celui des plaines d'Abraham. Les plaines d'Abraham, c'est une commission nationale fédérale à elle seule. C'est un parc de 13 hectares, adjacent à une citadelle de 3200 soldats, un gigantesque déploiement mémoriel qui ne vise en fait qu'à célébrer les victoires de la Grande-Bretagne. Si je vous parlais d'un autre site qui est tout aussi financé et alimenté à chaque année par le gouvernement fédéral, le site de la bataille de la Châteauguay. Si vous allez dans le coin de Ormstown et Huntington, vous verrez non pas seulement un champ de bataille dignement représenté avec des belles pelouses, des belles collines reconstituées à l'identique selon les plans de la bataille de ville de Châteauguay, de notre bon vieux camarade, de nos camarades de voltigeurs lors de la bataille de 1813. Non, vous verrez surtout un gigantesque édifice avec auditorium, avec salle de concert, salle de réception, des guides payés par Canada et qui ont déjà, de toute façon, déployé leur spectacle pour vos enfants et vos petits-enfants. Côté patriote, il y a rien. Les sites de bataille que l'on commémore sont à l'école, allez à l'école au placard, vous vous souvenez, la production du placard durant la guerre de 1775. Allez au site de la bataille de Rodetta, c'est un terrain vague avec une plaque unilingue anglaise. Allez à Sorel, à la sépulture de Wolfred et de Horace Nelson, c'est un terrain vague à côté de la maison de pape d'un réseau dépôt. Mais le vrai drame, vous connaissez aussi bien quoi. Il est à un jet d'ici. Il est sur le site de notre seule grande victoire, Saint-Denis. Je me fais aujourd'hui le porte-parole d'une cause que vous connaissez bien, qui tient beaucoup à cœur à mon ami François. C'est celle de consistant à mieux reconnaître le site de la gigantesque, de l'immense, de l'unique grande victoire de nos patriotes, s'est déroulée ici. Disons-le, tous les députés du coin et du bloc, et autant M. Jules Lémanette, Jean-François Roberge, devaient prendre ce dossier-là à castor et de faire en sorte qu'on ait un site à la hauteur des attentes, à la hauteur des sacrifices qui ont été consentis. Je veux être applaudi. Allez-y tantôt. Et surtout, n'ayez aucune attente. Vous y verrez un caire dans les compositions et un garage à l'état d'abandon. Vous verrez essentiellement un peuple qui a oublié, qui on dirait ne veut pas se rappeler. Il y a un site qui nous tient à cœur. Et Dionysienne, c'est votre premier combat. Écoutez là, posez-vous la question. Pensez-vous qu'il y a beaucoup de villages au Québec qui tiennent à chaque année des assises de cette ampleur-là? Pensez-vous qu'il y a beaucoup de villages où les gens se lèvent un dimanche matin, mois de novembre, pour se recueillir au pied d'un monument? Pensez-vous qu'il y a beaucoup de villages dont le nom résonne autant dans les récits d'histoire que dans les manuels de tout le Québec? Saint-Denis, le Québec entier connaît Saint-Denis, que ce soit par mon chapeau de paille ou bien par des chansons folkloriques, le nom de Saint-Denis résonne dans l'histoire. Et il est temps que le nom de la bataille de Saint-Denis résonne aussi dans le paysage et que le Bas-Richelieu se donne enfin un site champ de bataille digne de ce nom. J'aimerais que vous puissiez accueillir Anne-Marie Sicotte. Merci, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, à l'époque des patriotes, chaque localité avait son chansonnier rapporteur de nouvelles.
Parfois, c'est une chansonnière, comme dans le comté des Deux-Montagnes, comme on le sait, comme c'est documentaire. Cette personne relayait l'actualité en la mettant en chanson. Vous me voyez venir, hein? En la mettant en chanson, généralement sur un air connu. On ne soupçonne pas l'importance de cette pratique populaire, une pratique qui fait littéralement l'histoire de la résistance du peuple canadien à l'oppression, depuis la conquête britannique jusqu'au jour de deuil et d'exil de la rébellion. Bon nombre de ces chansons ont été publiées dans les journaux ou découvertes dans les fondations. Et malgré un léger chat dans la gorge, je vais me faire un plaisir de vous en chanter quelques-unes. Vous savez quoi, M. Papineau est de retour chez lui à Montréal. Réussir à faire voter les 92 résolutions, c'est tout un exploit. Je vais essayer de vous la chanter sans micro, vous me direz. Noble orateur, sans peur et sans reproche, nous célébrons ton retour triomphant. Vois tout un peuple au milieu de tes proches t'offrir les vœux d'un cœur reconnaissant pour rendre hommage à ton puissant génie. Tout Canadien vient répéter en chœur: vive à jamais l'espoir de la patrie et de nos droits, l'illustre défenseur. Vive à jamais l'espoir de la patrie et de nos droits, l'illustre défenseur. Pour diffamer ton noble caractère, en vain la haine exerce sa fureur. Comme un serpent qui rampe sur la terre, elle s'enfuit devant ton bras vengeur. En t'écoutant, tu sais forcer l'envie à répéter ces chants en ton honneur. Vive à jamais l'espoir de la patrie et de nos droits, l'illustre défenseur. Vive à jamais l'espoir de la patrie et de nos droits, l'illustre défenseur. Et de nos droits, l'illustre défenseur. Puis, découragez-vous pas d'aller voter aux élections qui s'en viennent. Sans ça, on est fini, mort et enterré. Même vous, Madame la veuve, même vous, le vétéran de la dernière guerre, allez voter. Voici la québécoise, un couplet, chanson des élections. Quel est cet appareil de fête, ces nobles hourras de gaieté? Quel bras au-dessus de nos têtes lève un drapeau de liberté? Peuple, c'est le jour de ta gloire, marchons au temple de mémoire. Chantons et fêtons, malgré les Bretons, les John Bull, les Mac, les Pâtes et leurs bâtons. Et réforme et victoire, et réforme et victoire. Il va absolument que je chante dans le micro. Oui, c'est très bon. Mais là, il fallait me dire avant, voulez-vous que je recommence tout? Je prends des cordes, les textes une machine. Je sais bien que la mère patrie est au bord de l'océan. Mais vous ne trouvez pas que les bourgeois de là-bas nous font attendre sans bon sens pour nous accorder des réformes? Ils nous prennent peut-être pour des niaiseux. Quand même, il faut garder l'image utile. L'année 1836 sera peut-être celle de notre délivrance. Voici réforme et liberté. Alors, je change le micro? Oui, alors. Assez longtemps, les peuples à la gêne ont demandé qu'on leur rendît leur droit. Pour leur répondre, on raccourcit la chaîne où les tenaient arrêtés tous les rois.
est tenté, mais c'est en vain, le torrent les entraîne. Réforme et liberté, réforme et liberté. Vrais Canadiens d'un parti sanguinaire, méprisons donc l'inutile courroux. Il ne peut plus du pouvoir qui s'éclaire, trompant ses yeux l'excité contre nous. Tout nous sourit, un nouveau jour commence, des jours de jours plus doux, l'avenir souhaité. Va couronner notre longue espérance, réforme et liberté, réforme et liberté. Vous me pardonnez à mon petit chat dans la gorge, là. Savez-vous que c'était peurant? Nos ennemis prennent les armes. Est-ce que vous avez ouï dire du Doré Club, des carabiniers, de la Légion britannique à Montréal? Non? À Montréal, j'ai cru voir quelques bandes sottes qu'entretient le complot noir de 500 culottes. Dévorant leur désespoir, ils mettent tout leur espoir dans leur dans leur carabine et leur sorte de mine. Réformistes, mes amis, ferme contenance, les carabins ennemis, quoi qu'en décadence. S'ils osent vous attaquer, il faudra les régaler de vos de vos carabines, oh les pauvres mines. Arrive le temps de la terreur, du deuil, de l'exil. Voici les exils. Pour une plage lointaine, nous allons nous embarquer, et de là où l'incertaine, les fureurs il faut braver. Reverrons-nous encore les bords du Mont Saint-Laurent, beau Canada qu'on adore, nous te quittons en pleurant. Chers amis, voyez nos chaînes et nos pieds chargés de fer. Nous allons subir les peines, suite de tous nos revers. Sur une terre étrangère, nous allons verser des pleurs, et du Nil solitaire, nous subirons les horreurs. Ah, céleste providence qui veille sur les humains, quand pour notre délivrance as-tu fixé les destins? Dieu vient délier nos chaînes, entend nos gémissements, daigne soulager les peines de nos chers petits enfants. Merci beaucoup, Anne-Marie Scott. Maintenant, c'est l'heure, mesdames et messieurs.
C'est comme ça. Là, on va se préparer un peu. Je sais que M. Luc Bastien et sa fille qui sont ici, ils vont se préparer. Luc, lève ta main comme quoi tu m'as entendu. Luc Bastien, tu te prépares avec ta fille. OK? On va embarquer après ça avec Bernard Desnosiers, suivi de Solange. Faut que ça roule. Faut que ça roule, c'est ça qu'on veut. Marc Descoteaux de Drummondville, tu te prépareras toi aussi. Chacun son tour. Tu viens-tu, la grande après? Tu viens-tu après ton père? Non, toi. Toi que je regarde, toi, là. Oui, toi. Tu vas-tu venir après ton père? Avec chanson? Non, OK. C'est juste ça. On n'attendra pas. Vraiment, ça va être le suivant. Solange, le suivant. On y va. Pas de temps mort, comme vous dites. C'est bon, madame. Si jamais quelqu'un cherche son prion à l'église avec un bel essuie, ça allait oublier dans un bain, on va avoir ça ici. OK? Si vous cherchez votre prion à l'église, on l'a ici, dans un bel essuie à cuir. C'est pour ça,